I am a make a fool of you. Why don't you do right, like some other men do? Non mais, loin de moi l'idée de juger au faciès, mais enfin, vous êtes vraiment sûr d'être d'ici? Mon cher ami, je crois que vous avez beaucoup trop bu. Vous devriez rentrer chez vous. T'en jurer? Peut-être raison. Bienvenue dans la partie historique. Je suis Bardan Irving et aujourd'hui, l'heure semble être aux réjouissances. Après la Grande Dépression aux États-Unis à la fin des années 20, une crise économique sans précédent, la population ne désire qu'oublier, s'amuser et danser. On voit l'émergence d'une musique festive et populaire qui certes ne fera pas l'unanimité mais aura son importance dans l'histoire. Bienvenue dans l'ère du swing. Et oui, le swing c'est un grand pas dans l'histoire de la musique. On s'inspire du post-romantisme européen et on l'adapte en fonction des événements ou des moyens à disposition. Concentrons-nous sur le continent américain et abordons la genèse de ce mouvement des années 30. Bon, pour aborder ce thème, on va d'abord remonter dans les années 20. Tiens, vous êtes là vous? Oui, je me fais une petite pause, mais j'ai tout réparé, hein. Vous en faites pas, au poil. Très bien, bah servez-moi un verre. Alors bref, au début des années 20, on a trois avancées majeures qui vont permettre au swing de se développer. La possibilité d'enregistrer des sons, le jazz et la batterie, sur laquelle sera basé le signe de ralliement de tous les amateurs de ce style, reconnaissable entre mille. À la fin des années 20, le peuple américain fait la fête. On sent une nouvelle ère qui s'apprête à éclore et les esprits brûlent d'envie de s'amuser. Mais de l'autre côté, on observe un triste événement, la ségrégation. La population noire américaine ne peut pas dîner aux mêmes tables que les blancs, ne peut pas prendre les mêmes banquettes dans les transports en commun, et n'écoute pas non plus la même musique. D'un côté, les blancs ont le goût du foxtrot, et de l'autre côté, les afro-américains ont le goût de la musique africaine et du jazz de la Nouvelle-Orléans. Malgré ces différences, un point commun persiste, le désir de s'amuser, de faire la fête, et n'y pensez même pas vous deux. Petit à petit, on voit le jazz des années 20 se transformer et Paul Whiteman sera l'un des pionniers de cette ère. Il naît en 1890 et sera tout d'abord altiste, puis deviendra un célèbre conducteur d'orchestre jazz. Le big band de Whiteman connaîtra quelques controverses, notamment avec son titre autoproclamé de roi du jazz. Bon bah ça va, t'inquiète les chevilles. Mais il sera quand même très connu et connaîtra ses moments de gloire. Et les big bands deviendront l'un des fondements de la formation musicale swing un peu plus tard. Le principe est simple. On utilise une version réduite de l'orchestre symphonique et on lui fait jouer du jazz qui était jusqu'alors très populaire. Ainsi, la partie rythmique assure les arrières de tout le groupe et les cuivres permettent d'avoir une base harmonique avec les accords. On notera que c'est à cette époque que se développera chez les cuivres la pratique du pavillon bouché, notamment avec un chapeau. Est-ce que j'ai l'air con? Et c'est tout. Les solistes n'arriveront qu'après. Malgré tout, cette forme de jazz en pleine croissance va ravir les salles de bal. Cette musique est parfaite pour une population qui n'a qu'une envie, danser le charleston et oublier les méfaits de la guerre. Mais la guerre ne meurt jamais. Très juste, attentif technicien. Et on verra que justement ça va recommencer et causer la perte du style. La popularité de Whiteman va baisser lorsque l'ère du swing va réellement s'imposer. Mais la postérité se souviendra de lui comme étant l'un des fondateurs de cette musique. On l'a vu, le swing a donc un savant mélange de jazz et de musique symphonique. On a un exemple parfait avec l'un des collaborateurs de Whiteman, George Gershwin. Né en tant que Jacob Gershowitz et originaire de Saint-Pétersbourg et de famille juive, il va créer le jazz symphonique et deviendra une personnalité importante de ce mouvement. Whiteman commandera Rhapsody in Blue qui deviendra rapidement un classique dans le genre. Gershwin sera commandité par beaucoup et ses compositions deviendront de grands classiques du jazz. Ce qui nous amène au début des années 1930, et petit à petit, les chefs d'orchestre vont accorder de plus en plus de liberté à leur big band, leur laissant le droit d'exprimer leurs sentiments et d'improviser un peu comme ils veulent. Et on verra que c'est ce qui fera la force des débuts du swing, et ce sera un élément clé pour la suite des événements. Et comment ne pas parler de Louis Armstrong lorsqu'il s'agit de parler d'un soliste? Il était l'un des plus célèbres trompettistes et l'un des plus doués.
Il développera la science de l'improvisation et accordera au jazz cette petite touche de spontanéité qui l'aidera par la suite à devenir le swing. À ses débuts, Armstrong était simple trompettiste dans l'orchestre d'un certain Fletcher Henderson, et ce dernier sera impressionné par Louis et sa trompette. Titre. Henderson sera aussi l'un des pionniers de l'histoire du swing en travaillant la couleur de son orchestre et rendant sa musique plus sophistiquée. Il naît en 1857 en Géorgie aux États-Unis. Il est connu en tant que pianiste, arrangeur et chef d'orchestre de jazz afro-américain. En gros, Henderson va s'inspirer de la capacité d'improvisation de Louis et l'adapter à son orchestre, et va développer un mix qui donnera les débuts du swing que l'on connaît aujourd'hui. Il va également utiliser les principes des chœurs de la Nouvelle-Orléans, comme chez les Boswell Sisters ou les Mills Brothers, en adaptant chaque voix à chaque pupitre de l'orchestre. In Artie Shaw's rhythm section, we have drums, piano, guitar, and bass fiddle. You can hear the rhythm section through every swing tune. Now on top of this, an intricate melody. Artie Shaw and his famous clarinet, then a saxophone section, playing melody and harmony, and finally, a brass section of trombones and trumpets. For full coloring and a full band effect, and we've got swing that's really in the groove. Ah, ces effets spéciaux cheap. Ça me rappelle une ère où tout restait à faire en matière de cinéma et de vidéo, où faire apparaître un personnage à l'écran relevait du défi. Qui sommes-nous, pauvres mortels du XXIe siècle? Pouvons-nous suivre les traces de Saint Spielberg? Et je pensais apprendre du PQ pour ce soir. Faut-il citer ses sources en bas d'une vidéo à caractère scientifique? Au départ, le swing c'était donc une musique essentiellement afro-américaine, notamment grâce à ses origines jazz et musique africaine. Elliot Mini est-il réellement youtubeur à succès? Ainsi, il est évident de constater que pour pratiquer librement cette musique, les afro-américains se réunissaient dans un seul et même quartier, le quartier de Harlem. Harlem est un quartier de Manhattan à New York City, connu pour avoir logé la majeure partie des afro-américains libres. C'était là-bas qu'ils pouvaient faire ce qu'ils désiraient et librement. C'était l'endroit de toutes les possibilités, de toutes les folies. Cette humeur de bonheur et de liberté va permettre l'émergence de beaucoup de choses positives aux États-Unis, et le développement du swing en sera un exemple. Jusque-là, le swing c'était essentiellement une extension du jazz basé à Harlem, mais les choses ont petit à petit progressé et les big bands vont se répandre dans tous les États-Unis. Notamment grâce à Duke Ellington, qui va aider à l'expansion de ce nouveau jazz de Nouvelle-Orléans qui faisait danser les salles de bal. Des morceaux comme Dig Dig Do ou le très célèbre It Don't Mean a Thing en 1943. Don't mean a thing if you ain't got that swing. On citera également Cab Calloway, un des plus célèbres showmen des années 1930-1940, qui va contribuer à l'export de classiques, comme ici Minnie the Moocher. Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a low-down hoochie-coocher. Il participera au développement du swing notamment grâce à la télévision qui va petit à petit remplacer la radio. Avec des émissions télévisées comme Betty Boop, dans lequel la musique est omniprésente et le groupe musical présenté avant le début du show. En effet, autrefois la radio était ce qui faisait danser les familles et réunissait les foyers ensemble. Les postes radio ont en effet permis aux gens de s'improviser des petites soirées de danse sans forcément devoir aller jusqu'à la salle de bal. Car le swing ne serait rien sans la danse. Comme on l'a vu, c'est une musique jeune qui a pour vocation de faire oublier le temps d'une soirée au bal les problèmes de la vie et du pays. Le swing au début n'était pas bien perçu. Les conservateurs vont qualifier cette musique de vulgaire et de, je cite, musique pour inciter au sexe. Ah, moi ça me dérange pas, hein. Tu m'étonnes. Yeah! Ainsi, on retrouvera ce genre d'énergumène à la télé. Swing music acts as a narcotic and makes them forget reality. It is like taking a drug. Swing music represents our aggression to our primitive tam-tam-tam. Really, nigga? Mais par la suite, les gens vont vouloir un swing beaucoup plus facile à écouter et plus calme. La danse va se faire rare et le tempo ralentir. Fletcher Henderson ne va pas bien aborder cette transition et se verra contraint de vendre ses arrangements à un jeune clarinettiste du nom de Benny Goodman. Benny Goodman, vous savez tous qui c'est, hein, c'est celui qui a fait ça. C'était
C'était un prodigieux clarinettiste et un très grand chef de big band. Il va redonner une seconde jeunesse au swing. Bien qu'évoluant dans des conditions difficiles, notamment avec des cachets souvent maigres, il va gagner en popularité. Mais ce n'est que le 22 août 1935 que Goodman verra sa popularité exploser grâce à son intervention à la Palomar Ballroom de Los Angeles, qui va le propulser au rang de star de l'époque. Il va réintroduire l'idée du swing fait pour danser et destiné aux jeunes. Le public va se faire de plus en plus hétéroclite et les jeunes vont se remettre à danser. Ce public plus large profite également à une autre grande personnalité du swing, Count Basie et son orchestre. Count Basie vient du seul état qui n'a pas souffert de la Grande Dépression, le Kansas. Un développement se fit sentir et Basie recruta les meilleurs musiciens pour son groupe. Il était un prodigieux pianiste soliste dans ses orchestres et connu pour avoir l'une des plus solides sections rythmiques de l'époque. Freddie Green à la guitare, le contrebassiste Walter Page et le batteur Papa Joe Jones, qui soit dit en passant est l'une de mes idoles à la batterie. Cette section rythmique avait la particularité d'être très droite et en place. Ainsi tous les instruments se mettaient au niveau de la basse, ce qui permettait une solide base au morceau. Tant et si bien que Count Basie n'avait plus qu'à placer quelques accords ça et là, ce qui donna une légèreté et une impression de flottement caractéristique du style de Basie. Ils rejoignirent les plus grands qu'on a cités tout à l'heure à New York City. C'est là-bas qu'ils vont connaître leur plus grand succès. Ils vont entre autres remettre au goût du jour la musique afro-américaine qui, il faut le dire, n'était plus aussi bien perçue qu'avant. Alors que rappelons-le, le swing vient de là. Paradoxal. En effet. Bon, à partir de là, le style connaît son âge d'or en matière de créativité. La capitale du swing, New York City, abrite les meilleurs compositeurs, les meilleurs musiciens et les nouvelles arrivantes, les chanteuses. Bien que déjà présentes auparavant, elles seront réellement mises en valeur à partir du milieu des années 30, avec de grandes chanteuses comme Peggy Lee, Billie Holiday ou encore Ella Fitzgerald. Bien que peu désirées des chefs d'orchestre au début, elles vont rapidement s'imposer comme élément majeur de l'architecture musicale du swing. Bon, on parlera de ce nouvel âge d'or un peu plus tard, pour pouvoir approfondir justement. Au début des années 40, les États-Unis s'engagent dans une guerre mondiale. En guise de soutien, le gouvernement enverra des big bands près du front pour encourager leurs troupes et leur donner du baume au cœur. Ce sera là une des dernières représentations du swing libre et épanoui que nous a légué la musique afro-américaine. Vers les années 50, il va perdre en popularité au profit du rockabilly. On n'entendra quasiment plus de swing jusqu'à la fin du XXe siècle. On verra apparaître une renaissance du swing avec des artistes comme Frank Sinatra qui, en plus de reprendre d'anciens classiques, en créera de nouveaux, comme ici New York, New York. Un swing jeune et nouveau qui va très vite se populariser parmi les grands classiques du jazz moderne. Encore aujourd'hui, le swing est présent dans notre musique sous forme de néo-swing, on va dire, avec des groupes comme Big Bad Voodoo Daddy ou encore le Speakeasy Swing Band. Et enfin, dans un registre un peu plus hors norme, le Diablo Swing Orchestra mélange au swing des sonorités plus contemporaines avec une dominante... métal. Et on peut citer aussi des exemples un peu plus connus comme Part of Stellar avec la croissance de l'électro-swing. Ok, mais bon, tout ça pourquoi? Laisse-moi finir. Ah ouais? Et sinon quoi? Sinon je te mets la polka de Pinkie Pie dans la tête, littéralement. Le swing est un des rares styles musicaux modernes qui ait survécu plusieurs décennies et ayant évolué autant. On ne peut qu'espérer voir à l'avenir ce style évoluer encore et nous témoigner à nouveau l'élan de liberté dont il provient. Dans une société où l'argent guide la musique populaire au mépris de la qualité, un sentiment nostalgique peut s'emparer de nous autres mélomanes face à cette vision d'une musique populaire de qualité et prônant la joie de vivre. À la sortie d'une guerre et d'une crise économique, tout était possible, et quoi qu'il arrive, il y avait toujours dans les têtes cette idée que, quoi que l'on fasse, on était heureux de le faire, et on le faisait parce qu'on était heureux. On peut évidemment se demander, n'est-il pas injuste de glorifier une musique populaire passée au mépris de la nôtre, alors que cette musique n'était pas appréciée de leurs anciens à eux? N'est-ce pas un cercle vicieux que de constamment rejeter la nouveauté? Défendons nos quelques musiques actuelles de qualité. Comme à l'ère du swing, elles sont vecteurs de bonne humeur et peuvent s'avérer être des armes pacifiques contre une oppression de plus en plus présente. Défendons nos idées et notre musique en nous inspirant de ces hommes et femmes des années 30. Pour en savoir plus sur cette ère musicale, je vous joindrai quelques liens histoire de pouvoir approfondir ça en attendant d'y revenir. Sur ce, à la prochaine. Venez Conrad, on a encore du pain sur la planche. En fait, les réacteurs Facebook et Twitter sont à nouveau opérationnels. Cool. Allez, on y va.
Putain, ma machine! Et cette musique de merde!